L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction, du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3. Comprendre l'actualité, toujours en direct sur Sabari FM, à partir de 16h. Comprendre l'actualité, les autres viennent après nous. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous nous excusons pour ce léger retard, indépendamment de notre volonté. J'espère que vous n'allez pas nous prendre avec assez de rigueur. Merci de nous choisir encore cet après-midi pour être au bain de l'actualité. C'est l'émission Comprendre l'actualité, le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les soirs, du lundi au vendredi à partir de 16h, temps universel, en réseau synchronisé sur Pacifica FM à 0,96.6, mais également notre relais à Kindia sur la 97.3, ou partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com, c'est le direct. Nous sommes vendredi 3 août 2018, nous sommes ensemble pour au moins une heure, pourquoi pas plus d'une heure. L'invité de cet après-midi, vous le savez parce que annoncé depuis hier sur nos différentes pages Facebook, Dr Ousmane Kaba, vous le voyez déjà à l'écran. Il est le président du PADES, également ancien ministre de l'économie et aussi ministre du plan et du budget sous Lansana Conté, député à l'Assemblée nationale, candidat à la présidentielle de 2015 avec son parti Le Plus, 2010 avec le parti Plus, membre fondateur du RPG Arc-en-Ciel avec lequel il est tombé en disgrâce et le divorce est consommé depuis. Avec lui, nous allons passer au peigne fin, ce qui fait l'essentiel de l'actualité dans notre pays, mais également en Afrique. La crise sociale à la suite de l'augmentation du prix du carburant sera abordée dans cette émission. Également et surtout, c'est là-bas beaucoup d'auditeurs l'attendent, sa dernière sortie médiatique, diversement apprécié. Qu'est-ce qu'il a réellement dit ou a voulu dire? Vous l'entendrez dans cette émission. Également, il portera son regard sur la nouvelle loi sur la CENI, les résultats du baccalauréat unique session 2018. Vous le savez, Ousmane Kaba est également fondateur de la première université privée de Guinée, Kofi Annan de Guinée. Donc, il sera question de toutes ces questions d'actualité seront abordées dans cette émission. Et pour m'accompagner cet après-midi, une fois encore, les chroniqueurs, Aboubakar Kondé, bonsoir. Bonsoir Malik, bonsoir à tous. Bonsoir également, Koloba Kouvogui. Bonsoir à tous. Notre invité est déjà installé, vous le voyez, Dr Ousmane Kaba, bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas à votre premier passage quand même dans cette émission. Non, pas du tout. Le plaisir, il est toujours partagé. Merci une fois encore de nous choisir. Bienvenue à tous. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle. Je le disais, cette émission s'intéresse également à l'actualité en dehors de notre pays et tout près, au Mali, reste dominé par les résultats officiels du premier tour de l'élection. Le président sortant, Ibeka, vient en tête devant le principal opposant, Soumaïla Cissé. La question toute simple, est-ce qu'il est difficile de battre en Afrique un président sortant? Oui, c'est vrai. Parce que généralement, il a tous les moyens de l'État. Et il est plus connu aussi dans les campagnes. Je crois que le président Ibeka n'est pas mauvais et je pense qu'il va être élu. Il y a eu un petit recul pour l'opposant sortant. Ça peut s'expliquer par quoi? Écoutez, je ne suis pas sur la scène malienne, mais j'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup de candidats. Donc il y a ce facteur. Et si le président Ibeka a travaillé comme je le crois, n'oubliez pas qu'il avait été élu la première fois avec un pourcentage beaucoup plus élevé que ce que nous voyons maintenant. Je pense que les choses se passent relativement bien au Mali. C'est son deuxième et dernier mandat d'ailleurs.
Ouais. Donc, je pense que le peuple malien a voulu renouveler sa confiance en fonction de ce qu'il a fait au Mali. Vous savez, peut-être pas tous sur le Mali, est-ce que vous pensez au miracle pour ce second tour, quand les partis d'opposition se rallient à Soumaïla Cissé pour battre, comme ce qui s'est passé ici avec le ralliement concernant le RPG en 2010? Est-ce que vous pensez à ce miracle, c'est possible? Non, je ne pense pas. Il y a beaucoup de raisons pour ce qui s'est passé en Guinée, notamment le fait qu'à l'époque, le candidat Cellou Diallo n'a même pas cru important de contacter les autres candidats qui étaient éliminés au premier tour. Je ne pense pas que Ibeka va commettre la même erreur. L'actualité également sur le continent africain, c'est en RDC. Katumbi, empêché de rentrer. Au moment où nous parlons, il doit être bloqué au niveau de la Zambie. Il veut tenter la voie terrestre. Comment vous analysez tout cela en tant qu'homme politique? Écoutez, je pense que c'est un recul de la démocratie, malheureusement. Parce que dans les élections, on devrait donner la possibilité à tous les enfants d'un pays de se battre à armes égales. Mais empêcher administrativement, policièrement ou autrement les candidats, les concurrents éventuels, je ne pense pas que ce soit la chose la mieux indiquée pour l'Afrique. Le même scénario s'est produit en Guinée avec le cas d'Alice. Quelle a été votre appréciation? C'est ce que je dis, c'est une question de principe. Moi, je pense que tous les enfants d'un pays ont le droit à la parole. Tous les enfants d'un pays ont le droit de concourir librement dans leur pays. Et que le mot de la fin revient à l'électeur, au citoyen. Ce n'est pas à un gouvernant de faire, si vous voulez, la discrimination au niveau de ceux qui doivent se présenter ou pas. Le chapitre de l'Afrique, pour terminer avec le Zimbabwe déjà, les élections générales, présidentielles, parlementaires également, avec déjà la victoire du parti au pouvoir. Il y a eu des violences avec l'intervention de l'armée, on parle déjà de 3 mois. C'est vraiment dommage. Je pense que le parti au pouvoir n'avait pas besoin au Zimbabwe parce que c'est un parti qui est au pouvoir depuis très longtemps. Et il y a eu déjà une première avancée avec le départ de M. Mugabe, qui avait été un héros dans le temps, qui malheureusement s'est transformé au fil du temps en poids pour son pays. Et donc il y a déjà une avancée. Mais ces dernières élections, je ne pensais pas qu'il y aurait des violences, puisque de toute façon le parti au pouvoir est resté très très longtemps au pouvoir. Donc c'est un parti qui est suffisamment fort, surtout dans les campagnes. Et je pense qu'il pouvait gagner sans qu'il y ait de la violence. C'est toujours regrettable de réprimer des manifestants. Voilà, c'est vrai que les professionnels des médias ne vont pas me prendre avec assez de rigueur avec le principe de la mort par kilométrage. C'est vrai, on revient maintenant en Guinée pour nous intéresser à ce qui fait l'actualité. Depuis le 1er juillet dernier, on peut dire la soirée du 30 juin, le gouvernement a fixé le prix du carburant à la pompe à 10 000. Jusqu'à cette date, c'était 8 000. Il y a eu des vagues de contestation sociale qui en ont suivi. Vous, économiste que vous êtes, quelle a été votre première réaction avec cette augmentation? Disons que ce qui est sûr, c'est que la Guinée ne produit pas de carburant. La Guinée importe du carburant comme les autres pays importateurs et le prix de vente doit être lié au prix international. Ça se compose essentiellement de 3 éléments: la structure des prix du carburant. Vous avez le prix d'achat à l'international, donc le prix ici à l'arrivée CIF. Et puis vous avez les marges de tous les intermédiaires. Et puis vous avez les différentes taxes qui sont prélevées par l'État. Voilà les 3 éléments qui rentrent dans la structure des coûts. Alors, ça veut dire que si le prix sur le marché international augmente, c'est normal d'augmenter le prix à la pompe. Si le prix sur le marché international augmente, c'est normal, baisse. C'est normal aussi de baisser dans l'autre sens le prix à la pompe. Mais comme il y a 3 éléments qui composent, donc ce n'est pas seulement le prix international, cela signifie qu'il n'y a pas de proportionnalité, il n'y a pas d'équivalence entre les mouvements du prix international et le mouvement à la porte, à la pompe. Parce que il y a 2 autres éléments qui ne bougent pas par rapport à cette fluctuation du prix à l'international. Pour simplifier, d'accord, le principe de la flexibilité est un bon principe. C'est un bon principe. Le problème qui s'est passé en Guinée, c'est que on n'a pas bénéficié de toute la flexibilité à la baisse déjà.
Il faut que ce soit symétrique. Deuxième élément, la décision a été prise sans concertation des acteurs sociaux, ce qui n'est pas une très bonne chose dans un cas comme celui de la Guinée où il y avait des discussions antérieures. Lorsqu'on veut augmenter les prix, il ne faut pas mettre ces acteurs sociaux devant le fait. Il faut les associer. Ça ne veut pas dire qu'ils participent, mais au moins les informer à l'avance, que vous avez suffisamment le temps d'en discuter pour faire comprendre votre décision. Justement. Ça, c'est important. Ça, c'est le deuxième élément qui a fait problème. Troisième élément où il y a eu problème, c'est parce que beaucoup de citoyens ont eu le sentiment que nous, on serre la ceinture, les citoyens, et que l'État dilapide les fonds qui sont accumulés. Et à cause de la toute dernière élection, où malheureusement il y a eu beaucoup de distribution d'argent, et beaucoup de fonctionnaires véreux se sont déplacés avec de l'argent public volé pour acheter les consciences, pour bourrer les urnes. Et ça laisse des traces. Je pense que c'est à cause de tout cela qu'il y a eu ce problème sur le plan social, sur le lit de l'insatisfaction des citoyens guinéens. Oui. Oui. Allez, je voulais dire, Damaro était avec nous avant-hier. Vous occupez pratiquement la même place. Il estime que le gouvernement n'avait pas besoin, dans le cadre de cette augmentation du prix du carburant, de concerter qui que ce soit, d'informer qui que ce soit. Le lendemain, tout le monde devait se lever et puis voilà, voir le prix augmenter. Enfin, je ne souhaite même pas commenter cela, mais ce que je peux dire, d'un point de vue purement économique déjà, lorsque vous faites l'augmentation d'un prix qui a beaucoup d'impact sur tous les autres prix dans l'économie, vous vous concertez avec les professionnels pour savoir comment amortir cette augmentation qui est inévitable. Dans le cas pratique de la Guinée, vous voulez augmenter d'un certain pourcentage le prix du carburant, vous commencez par discuter avec les professionnels des transports pour dire, voilà, nous voulons augmenter à ce niveau. Qu'est-ce que vous avez en tête comme augmentation de vos différents tronçons? Et vous discutez avec eux. Ça ne veut pas dire qu'ils imposent leur point de vue sur l'augmentation, mais au moins essayer de gérer à l'avance les conséquences de l'augmentation. C'est de ça qu'on veut parler. Alors, ce n'est pas une décision partagée, mais les conséquences doivent être négociées. Ça évite que les prix s'envolent n'importe comment. Vous avez vu ici le lendemain de l'augmentation sur les différents tronçons, chacun faisait ce qu'il voulait. Parce qu'il n'y avait pas de concertation sur les conséquences éventuelles. D'accord, il n'y a pas eu cette concertation préalable avant que le prix ne soit rendu officiel. Mais économiste que vous êtes, est-ce que vous pensez que, parce que l'État est dans la recherche des sous, c'est-à-dire renflouer les caisses de l'État, est-ce que vous pensez qu'on pouvait trouver ailleurs que d'augmenter quand même le prix du carburant? Parce que le Premier ministre trouve cela comme l'une des mesures. Oui, il a raison dans une certaine mesure, puisque la TSPP dans le budget, taxe spéciale sur les produits pétroliers, est une source importante de recettes pour l'État. Mais évidemment, il y a d'autres sources. C'est un choix du gouvernement. Le Fonds monétaire ne vous impose pas d'augmenter sur une ligne précise. On vous dit simplement, réduisez votre déficit budgétaire qui a été creusé par des dépenses imprévues. Mais pourtant, il est dit au Guinéens qu'il faut réduire la subvention sur le carburant. Attendez. Je pense que si nous voulons parler d'un point de vue professionnel, il n'y a pas de subvention sur le carburant. Il n'y a jamais de subvention sur le carburant. Le terme a plusieurs fois été utilisé par ce même gouvernement. Attendez. Vous voulez qu'on parle chiffres ou bien vous voulez qu'on commente les dires de qu'on parle de la réalité? Si on veut parler de la réalité, il n'y a jamais eu de subvention sur le carburant. C'est du mensonge. Attendez. Ça dépend. C'est une question de terminologie. Il y avait une subvention de 3 000, et en même temps, on met sur la ligne, la taxe de 3 000, et on met subvention de 1 500. Ça vous fait une taxe nette de 1 500. Donc, il y a toujours eu une taxe nette sur le prix du carburant. Tout dépend de la manière dont on veut présenter. Mais pour parler très simple, quand on parle subvention, les gens ont l'impression que le gouvernement va prendre l'argent ailleurs pour subventionner le carburant. C'est pas vrai. Le gouvernement gagnait 3 000 francs par litre
Maintenant, il ne gagnait plus que 1500 par litre. Vous comprenez? C'est-à-dire que sur chaque litre de carburant vendu à la pompe, le gouvernement gagnait 3000. Voilà. Pendant un certain temps, après, ce gain s'est réduit à 1500 net. Vous voyez? Donc, c'est la taxe qui a baissé, mais il n'y a pas de subvention nette sur le carburant, il n'y a jamais eu. Alors, vous n'étiez pas... Pour être précis, à l'état actuel, le gouvernement guinéen ne perd pas dans le cadre de la vente du carburant à la pompe en République de Guinée, carrément. Il n'a jamais perdu. Alors, vous l'avez dit quand vous étiez là, effectivement, vous le réitérez encore, le gouvernement n'a jamais subventionné, encore moins perdu dans ce carburant. Alors, je sais que vous n'êtes pas étonné parce que vous disiez que c'était l'une des conditions. Je vous ai annoncé que c'était l'une des conditions qui était dans le programme négocié par l'ancien gouvernement. Donc le nouveau gouvernement est venu trouver que l'ancien gouvernement avait déjà donné son accord sur cette mesure. Alors, de l'autre côté... alors, si vous permettez, je vais juste finir avec la question qu'il a posée, parce qu'il y a plusieurs manières de regarder cette question. C'est vrai que le pétrole permet d'augmenter les recettes de l'État. La question que les gens, les citoyens se posent, qu'est-ce qu'on fait de ces recettes? Voilà. Si les recettes vont pour des investissements comme cela se doit, il y a moins de problèmes. Mais quand on voit des fonctionnaires sortir beaucoup d'argent qui font de la corruption un peu partout, le citoyen se pose la question. Ça veut dire que nous payons et qu'il y a d'autres personnes qui jouissent de ça impunément. Alors, économiste... Donc, tout est lié parce que vous savez, les ressources sont fongibles. C'est une caisse unique. Si vous avez de l'argent, normalement, cet argent doit servir à faire des dépenses qui sont dans le budget. Mais si vous avez fait beaucoup de dépenses extra-budgétaires, les citoyens auront le sentiment qu'on les prend de l'argent pour que d'autres dilapident. Économiste que vous êtes, vous avez été ministre, si c'est vous qui étiez à cette place-là, quelle aurait été votre alternative? Non, je ne peux pas me mettre à la... puisqu'il y a des régies financières. Parce que je poursuis, il y a des syndicats qui estiment aujourd'hui qu'il y avait plusieurs possibilités de compenser ce gap-là, peut-être au niveau des recettes, dans les régies financières, dans les douanes. Est-ce que vous, cette option, elle était vraiment plausible? Écoutez, j'ai toujours horreur de discuter des choses quand je n'ai pas les papiers et les chiffres devant moi. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours plusieurs possibilités, mais c'est plus facile de collecter sur un point que sur un autre point. On ne peut pas faire une équivalence toute bête. Voilà. Encore une fois, ça c'est mon propre sentiment. Le fait d'augmenter n'est pas le problème à mon avis. C'est la manière dont on a augmenté, première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait des recettes de l'État? S'il y a une bonne gouvernance, c'est des choses qui peuvent se justifier parfaitement, à condition que les gens vous croient, qu'ils soient certains que l'argent que vous allez récolter va être utilisé pour le bien commun. Ouais. Ok, maintenant donc, vous comprenez aisément que les acteurs aujourd'hui de la société civile, également l'intercentrale, soient campés sur leur position de ne pas bouger d'un iota. D'autant que le camp d'en face en fait une question d'honneur également. Écoutez, moi je n'aime pas tellement commenter des négociations en cours, des positions politiciennes. Moi je parle d'un point de vue de principe. Étant donné que je ne suis pas à la manette, je ne peux pas me mettre à la place des gens. Alors, maintenant que le gouvernement a annoncé des mesures d'accompagnement, on a vu récemment, ils ont mis en circulation certains bus, 50 sont annoncés. Est-ce que, à votre avis, en tant que politicien, gestionnaire, est-ce que ces mesures... C'est un début de soulagement quand même. Suffisent concrètement, puisqu'on n'a pas encore discuté avec les commerçants, on n'a pas discuté encore avec les routiers, voilà. D'abord, tout ce qui est mesure d'accompagnement est bienvenu. Ouais. Si on met des bus, quelle que soit la quantité, ça détend l'atmosphère dans le domaine des transports des gens. Donc ça fait baisser la pression du point de vue des utilisateurs. Donc toutes les mesures d'accompagnement sont les bienvenues. Voilà ce que je peux vous dire. Mais dire est-ce que c'est suffisant? Certainement pas. En parlant de transport, il y a une question qui reste d'actualité pour l'instant, le déploiement progressif
de ces bus sur les routes de Conakry. Exceptionnellement, ces bus ne sont pas présents sur l'autoroute Le Prince. Le gouvernement utilise 2 raisons pour justifier l'absence de ces véhicules, notamment le fait que 35 d'entre des bus de la Sotragui auraient été vandalisés par des citoyens qui habitent les quartiers riverains de la route Le Prince. Deuxième raison, les Turcs auraient décidé pour l'instant d'essayer ces bus sur l'autoroute Fidel Castro. Vous estimez que ce sont des raisons valables pour non pas que des citoyens qui habitent les quartiers riverains de la route Le Prince ne bénéficient pas pour l'instant? D'abord, je ne suis pas spécialiste des transports parce que c'est une spécialité. Le choix des trajectoires, c'est des dossiers hautement techniques. Et deuxièmement, je n'ai pas entendu moi-même. Vous savez, en Guinée, je me méfie maintenant des on-dit. Vu ce qui est apparu, ce que j'ai dit et ce qui est ressorti, souvent qui n'a rien à voir. Donc, il m'est difficile de vous donner une réponse précise, puisque moi, je ne suis pas au courant du problème des bus. Je ne sais pas ce qui marche, ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui se passe sur le secteur. Je suis simplement obligé de vous dire que tout ce qui est mesure d'accompagnement, c'est une bonne chose, ça détend l'atmosphère, ça soulage l'usager sur la route. Voilà. Est-ce que c'est suffisant? Je pense que non. Voilà. Est-ce que vous êtes dessus un peu des premières décisions du gouvernement Kassory? Oui, mais j'ai déjà dit que je pense encore qu'on aurait mieux fait. C'est-à-dire qu'on aurait mieux informé les acteurs sociaux. Je pense que ça a été une erreur de ne pas le faire à l'avance. Vous êtes sur Sabari FM 97.3 dans l'émission Comprendre l'actualité, l'émission qui reçoit cet après-midi Dr Ousmane Kaba, président du PADES, ancien ministre de l'économie et aussi ministre du plan et du budget sous Lansana Conté, député à l'Assemblée nationale, candidat à la présidentielle de 2010 avec son parti Le Plus, membre fondateur du RPG Arc-en-Ciel. Nous allons continuer le cours normal de cette émission juste après cette petite pause. Retour dans ce studio pour la suite de cette émission Comprendre l'actualité avec notre invité Dr Ousmane Kaba. Avec lui, nous passons au peigne fin, ce qui fait l'essentiel de l'actualité dans notre pays. Alors, pour refermer la parenthèse sur cette crise sociale née au lendemain de l'augmentation du prix du carburant, on sait qu'il y a eu assez de marches, il y a eu des vagues de contestation. Et une circulaire est sortie tout récemment interdisant toute manifestation en République de Guinée jusqu'à nouvel ordre. Homme politique que vous êtes, comment vous réagissez? Je pense que ce n'est pas une bonne chose. D'abord, c'est anticonstitutionnel, parce que vous savez que le droit de manifester est inscrit dans la Constitution. Il n'appartient pas à un ministre, à un gouvernement, de modifier cette Constitution sans qu'il y ait un nouveau référendum. C'est tout simple. Par contre, je comprendrais très bien que pour des raisons d'ordre public, et que l'on prenne des mesures, mais ces mesures ne peuvent être que temporaires, pour ne pas qu'il y ait de la violence. Et le devoir de sécuriser les manifestations revient à l'État. L'État qui doit faire un effort. Moi, je n'ai jamais été partisan de la violence sous quelque forme que ce soit. Voilà. Donc, si vous me demandez mon avis... Cette décision en soi, elle est temporaire, parce qu'on dit jusqu'à nouvel ordre. On peut lever la décision même demain. Attendez. Ça ne doit pas être... Un pays ne doit pas être le libre choix du gouvernant seulement. La Constitution, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de règles qui limitent les pouvoirs du gouvernant. Si vous dites nouvel ordre, ça ne veut pas dire, ça veut dire que c'est votre vouloir à vous. Ça ne doit pas se faire. Sinon, ça devient anticonstitutionnel. Si vous voulez restreindre ce droit fondamental, vous êtes obligé de donner un temps limite et que ce temps soit jugé raisonnable. Non, mais cette décision... Donc la décision en elle-même n'est pas une bonne décision parce qu'elle est anticonstitutionnelle. Oui, cette décision a été prise au lendemain des séries de marches de forces sociales et également au lendemain de plusieurs interdictions de ces marches par le gouverneur de la ville de Conakry et puis à l'orée également de pèlerinage. Est-ce que le gouvernement pense plutôt qu'avec la marche qui avait été projetée par la force sociale mais aussi l'opposition, ça pourrait perturber le voyage des pèlerins? Oui, je pense que c'est une bonne question à poser au gouvernement. Moi, je ne peux pas répondre à la place du gouvernement. La question
le savoir. Ce que je peux vous dire, c'est que interdire les manifestations n'est pas conforme à la Constitution. Mais, comme je le dis, moi, je ne prône jamais la violence. Quand il y a des actes de violence, on peut interdire, mais limiter dans le temps et justifier. Mais lorsqu'on dit jusqu'à nouvel ordre, quelle est la date de nouvel ordre? Vous connaissez, vous? Ça peut être demain. Comme ça peut être aussi dans 10 ans. Dans 10 ans également. Mais voilà. D'accord. Donc c'est ça qui pose problème à mon avis. Voilà. On ne peut pas violer la Constitution jusqu'à ce que vous le vouliez. Autant il faut se battre contre la violence, autant il faut sévèrement punir les actes de violence, autant les citoyens doivent être libres de manifester leur désapprobation d'une politique publique. Ailleurs, c'est une question de principe. Ailleurs, par exemple, en une semaine de manifestation, le gouvernement a pris le profil bas. Ici, on est à un mois de la contestation. Le gouvernement reste campé sur sa position. Vous comprenez également cette attitude du gouvernement? Je n'ai pas bien compris. Ailleurs, par exemple, après l'augmentation du carburant, à une semaine de la contestation, le gouvernement a renoncé. Mais ici, on est à un mois. Je pense que vous parlez de la réactivité du gouvernement par rapport aux différentes contestations. Je suis d'accord avec vous que le gouvernement devrait être beaucoup plus flexible et essayer d'écouter les différents mécontentements de la population. Mais vous comprenez également le Premier ministre quand il dénonce un peu le calendrier, l'agenda décliné souvent par ces organisateurs, ces organisations de la société civile qui déclinent tout un programme pour toute une semaine de manifestations. Franchement, je n'ai pas écouté le Premier ministre, je suis désolé. Et d'abord, j'ai horreur. Il dit que ça ne se fait pas, ça ne se fait nullement pas ailleurs. J'ai horreur. Pourquoi en Guinée on peut décliner un programme qui s'étale sur toute une semaine? Aujourd'hui grève, demain ville morte. Je n'en sais rien. Malheureusement, je n'ai pas suivi la déclaration du Premier ministre, mais il a certainement... Oui, au-delà du Premier ministre, moi je vous parle de l'agenda maintenant de ces forces sociales. C'est-à-dire qui commence par exemple le 8, c'est-à-dire le lundi, ça s'étale sur toute une semaine. Vous pouvez comprendre ça dans un pays? Mais bien sûr qu'on peut comprendre. Il faut simplement que ces forces aussi soient écoutées et qu'il y ait un processus de dialogue. Si les gens ont le sentiment qu'ils parlent pour rien, qu'ils ne sont pas écoutés, ça durcit les positions. Ce n'est dans l'intérêt de personne. Il faudrait amener les différents protagonistes à échanger autour de la table de négociation. Sauf que le dialogue se poursuit. Voilà, parallèlement. Tant mieux. Dernière question peut-être sur ce plan. Ouais. Il y a que le Premier ministre a exprimé l'intention de réformer le syndicat qui a encore été diversement interprété du côté de la branche syndicale. De refonder même. De refonder. Est-ce que vous pensez... C'est du ressort du Premier ministre. Quel est votre commentaire par rapport à cette actualité? Écoutez, je pense que le Premier ministre n'a pas pour agenda de réformer les syndicats. Ça ne fait pas partie de ses termes de référence. Ça n'empêche pas qu'il émette son avis sur le fonctionnement des syndicats en Guinée. Voilà. Donc, il faut faire la part des choses. Ça ne lui appartient pas de réformer le syndicat. Mais ça lui donne le droit aussi, comme tous les citoyens, de mettre un avis sur la marche du syndicalisme en Guinée. En Guinée, voilà. Ce qui est tout à fait normal. Nous allons poursuivre cette émission avec d'autres volets, notamment le volet qui fait assez de bruit sur la toile. C'est cette dernière sortie médiatique du président du PADES, Dr Ousmane Kaba, qui est notre invité cet après-midi. C'était chez un confrère de Kankan, précisément, je crois, Milo FM, avec l'AS. Alors, on a suivi des extraits. Je vous invite à suivre le premier extrait que nous avons jugé nécessaire de vous faire écouter et également vous entendre là-dessus pour que vous puissiez être plus explicite. parce que ni non fait le kuni ka kekele di ka la non di non bona ka faire ti donc anyo situation ne professeur Alpha Condé an bademali o ko le ko ambe le kan ki blo di nyoma ba la kon na fli men ka kan be brama bo kambe ben aljan la kumaro donc non fait en quoi nya na jana non fait kanapi ko kuma falnya donc BBBT anya wole parala wakan jamana kadri bedi benyame ambulu di nyoma pour que anna men bankeni ambadi maulgro sa ben odwanya fait donc anyo si fadi virot
Voilà, votre sortie chez nos confrères est consécutive un peu à une démarche voulue par les femmes de Manding. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les raisons profondes de cette démarche? Je suis très content que vous ayez fait l'extrait. Parce que beaucoup de gens parlent des choses qu'ils n'ont jamais pris même la peine d'écouter. Et l'extrait que vous montrez, que vous sortez, montre justement que nous étions dans un contexte tout à fait spécifique. Ce sont les bonnes dames de toute la Haute-Guinée qui se sont réunies, qui sont venues ici à Conakry en disant « Écoutez, nous ne comprenons rien ». Tous nos frères qui ont aidé le président de la République se trouvent à l'extérieur de la gouvernance actuelle. Ils ont tous des problèmes avec le président de la République. Tous les leaders ressortissants de la Haute-Guinée. Qu'il s'agisse de M. Fall, qu'il s'agisse de M. Kouyaté, qu'il s'agisse de M. Diawara ou qu'il s'agisse de Dr Kaba, systématiquement, il n'y a personne parmi ceux qui ont aidé le professeur Alpha Condé en 2010. Par contre, on voit beaucoup de personnes qui n'étaient pas dans cette conquête du pouvoir qui ont aujourd'hui les rênes de ce pouvoir. Donc, c'est un constat qui a été fait, que personne ne peut nier. Et elles ont le droit de le faire. Et elles ont le droit d'appeler leurs frères à s'entendre. Donc elles sont venues dans ces conditions nous exposer leurs doléances. Il y a eu beaucoup de discussions avec le Premier ministre Komara, avec M. Gouré ici, avec l'honorable Diawara. Et sur ce, nous avons dit, écoutez, tout ça c'est bien beau, nous avons discuté avec vous, mais il faudrait donner le temps pour que les absents dont vous avez dit les noms, parce qu'ils ont également parlé de Kouyaté, de Général Konaté, de tout le monde. On dit, on ne peut pas parler à leur place. Il faudrait les voir pour en parler. C'est l'extrait, c'est ce que l'extrait vous dit. Dans un contexte spécifique, c'est ce compte rendu que je faisais en malinké, donc en langue locale à Kankan. Donc ce n'est nullement un repli communautaire? Non, pas du tout. Tout comme quand M. Selou est à l'abbé, il parle un peu, je sais pas, quand M. Sidia ou bien M. Kassouri est à Forikaria, il parle en Soussou. C'est tout à fait normal, ça. Ça n'a absolument aucun sens communautaire, c'est des problèmes internes. Et alors, on lui dit, actuellement, la discussion, c'est entre le problème, c'est entre le PRG et le groupe de leaders de la Haute-Guinée. C'est dans ce sens qu'on n'a pas parlé de Calebas. En fait, c'est le professeur qui a la Calebas. S'il ne s'entend pas avec tout le monde, ça va être difficile d'atteindre ses objectifs. Le nous qui est là, c'est un nous de respect. Parce qu'on ne dit pas à un président de la République, vous avez la Calebas, il dit nous avons la Calebas, c'est une manière de parler. C'est pour ça que c'est dangereux de traduire une langue qu'on ne comprend même pas. Le nous ici marque le respect. Et ils ont traduit ça comme Manding. Oui, parce que les personnes citées quand même relèvent de cette communauté. Mais bien sûr. Donc si on doit aider Alpha Condé qui est de la même communauté, c'est pour dire que c'est une affaire de communauté. Pas du tout. Si le lait est dans une calebasse tenue par Alpha Condé aujourd'hui, il est le président de la République. On ne peut pas dire il faut approcher tel, il n'est pas d'accord avec tout le monde. Pourquoi Selou n'ont pas été associés à une telle démarche pour ne pas que la calebasse se casse? D'abord, vous extrapolez complètement. Je n'extrapole pas. Attendez, si vous n'allez pas poser la question, docteur, je n'extrapole pas. Non, vous ne posez. Je vous pose juste une question. Et vous attendez que je vous réponde. Allez-y. Ou bien si vous êtes plus pressé que moi. Non, allez-y. Mais quand même, il y a des leaders de la moyenne Guinée à la présidence qui travaillent avec lui. Il y a les leaders de la Basse-Côte qui travaille avec lui. Il n'y a aucun leader de la Haute-Guinée qui travaille avec lui. Donc le problème, il est spécifique à la Haute-Guinée là. Il y a les leaders de la forêt qui travaillent avec lui. Il y a des leaders partout, sauf les leaders de son propre fief. Quand même, c'est tout à fait normal que les gens se posent la question et essaient de raccommoder pour aider le pouvoir. C'est leur droit. Arrangez votre maison d'abord avant de parler de la ville. Donc c'est purement local. Et le nous qui est employé ici, c'est par respect. Le problème, c'est entre le professeur Alpha Condé et l'ensemble des leaders de sa région où il y a son fief. Donc c'est de cela qu'on parle. Donc quand on dit il a la calebasse, ça veut dire c'est lui qui a la calebasse, mais c'est pas poli. C'est pas poli de dire monsieur le professeur a la calebasse sur la tête. Donc la manière respectueuse, c'est de dire nous. Et c'est ça les nuances de la langue.
Nous là... Mais là, vous avez transformé nous en mandingues. Les mandingues ont le pouvoir. Mais ce dont on parle, c'est parce que nous, on n'a pas du tout le pouvoir. Et ils vous disent, non, ils veulent garder. Mais on garde ce qu'on a. Entre M. Kassori et Dr Kaba, qui a le pouvoir aujourd'hui? Kassori, naturellement. Kassori. Alors, donc nous, on n'a pas le pouvoir. Donc vous ne pouvez pas nous dire, vous voulez garder le pouvoir à votre niveau. Qu'est-ce qu'on garde? On garde que ce qu'on a. C'est ridicule. Est-ce que la logique de ces femmes voudrait que vous reveniez? Donc c'est juste une discussion locale pour les gens de la ville, en malinqué comme ça se doit. Et ceux qui ne comprennent pas, ou d'ailleurs, je pense qu'ils comprennent très bien, hein, c'est une volonté de nuire. Manifeste. Voilà, de nuire, parce qu'ils ont complètement transformé le contenu de ce qui a été dit. Mais pour quelle raison des Guinéens évidemment. Je veux bien poser cette question. Pourquoi, selon vous, des gens décideraient carrément de nuire à Dr Kaba? Non. De par cette sortie? D'abord, vous vous trompez. Ce n'est pas de nuire à Dr Kaba. Il faut savoir que le PADES est en train de faire beaucoup de progrès. Alors certains pensent qu'en créant ce faux problème, ils vont ralentir la progression du PADES. Ils se trompent. Parce que ceux qui travaillent avec moi, les gens des autres ethnies qui travaillent avec moi savent très bien qui je suis et que je n'ai aucun élan communautariste et que ça ne m'effleure même pas la pensée. Mais si vous prenez une collectivité et que les dames, parce que ce n'est pas nous qui avons imposé l'agenda, c'est les dames qui sont venues qui ont dit ceci et elles ont raison de le poser. Est-ce que la volonté de ces femmes, c'est de ramener tous les fils, en tout cas de Mandin autour de la Fakonde pour les prochains combats ou bien pour d'autres éventualités? C'est là que vous faites encore de... Non, c'est une question. Attendez. Si on se met aujourd'hui à ramener tout ce qui a été dit sur la soirée, nous allons prendre toute une journée en train de parler de ça. Mais c'est une question qu'on vous pose. C'est une question légitime, mais simplement prenez le temps d'écouter la réponse. Alors nous vous écoutons. Non, je dis la question est légitime. C'est pour préparer un agenda caché ou quoi? Voilà. Puisque vous-même vous dites un agenda caché, ça veut dire que personne ne le connaît. Et 2020, pour être précis. Attendez. Elles n'ont jamais dit qu'il faut faire des élections au-delà de 2020. Ce n'était pas du tout leur propos. Elles ont dit simplement, on voit tout le monde autour du professeur Alpha Condé, sauf ceux qui l'ont aidé. C'est vrai ou c'est faux? Voilà la réalité. Et elles ont raison de s'inquiéter. Elles savent très bien que dans une famille, il faut réunir les gens. Et tout Guinéen vient de quelque part. Personne ne vient du ciel. On vient juste d'une communauté. Il y a quelques semaines, on a réuni tous les cadres de la Basse-Côte. Qui en a parlé? Personne. D'ailleurs, ils sont en association, dirigés par plusieurs... Il n'y a aucun Guinéen qui ne fait partie d'une association de son village, de sa ville, de sa région. Personne n'en parle. Donc, il ne faut pas créer des problèmes là où il y en a pas. 2010, et surtout, ne pas le faire sur la base du mensonge. Docteur, ce que je dis, si vous permettez. Allez-y. Il ne faut pas le faire sur la base du mensonge. Ce qui n'a jamais été dit, c'est ce que j'ai vu dans la traduction d'un site qui a complètement travesti ce qui a été dit. C'est malhonnête et ça ne passe pas. Alors, en 2010, vous n'étiez pas seulement que les cadres... On me fait signe qu'on est pratiquement pris par le temps par rapport à la page commerciale. Donc, nous observons une courte pause d'au moins 5 minutes. On revient dans ce studio pour la suite de cette émission. Retour dans ce studio pour la suite de cette émission Comprendre l'actualité qui reçoit cet après-midi Dr Ousmane Kaba. Je rappelle qu'il est le président du PADES, également ancien ministre de l'économie. Il a été également ministre du plan et du budget sous Lansana Conté, député à l'Assemblée nationale, candidat à la présidentielle de 2010 avec son parti Le Plus, membre fondateur du RPG Arc-en-Ciel avec lequel il est tombé en disgrâce et le divorce est consommé, je vous rappelle, depuis. Alors avec lui, nous passons au peigne fin, ce qui fait l'essentiel
de l'actualité dans notre pays. Nous étions sur sa dernière sortie médiatique chez nos confrères de Milo FM à Kankan, diversement apprécié aujourd'hui par les Guinéens. Vous l'avez entendu dans les explications. Nous continuons toujours avec cette démarche des femmes. Docteur, une fois encore, bonsoir. Merci d'avoir accepté ce parcours avec nous. Cette démarche des femmes, on a pris l'exemple, on a fait un parallèle avec cette histoire de Calebas qui contenait du lait détenu par le président Alpha Condé. Est-ce que l'objectif, c'est de vous mettre ensemble pour un idéal indiqué pour aider le professeur Alpha Condé, parce qu'on sait à un moment donné, vous avez été par exemple sollicité avec le PADES de fondre votre parti dans le RPG Arc-en-Ciel, ce que vous avez rejeté catégoriquement. Alors quelle est la finalité réellement de cette démarche des femmes? Écoutez, les femmes à justice souhaitent que le professeur Alpha Condé puisse faire son mandat en paix. C'est leur devoir de renforcer leurs frères. Et je pense que personne ne peut les nier ce droit. Et elles ont constaté qu'il n'y a aucun ressortissant de la Haute-Guinée, qui est pourtant son fief, qui ne participe à la gouvernance d'Alpha Condé. Donc ceux qui parlent de terminer son mandat dans la paix, sans vous, il n'y a pas cette paix, c'est ça? Non, écoutez, tous les gouvernants... Aidez-nous à comprendre. Parce arrêtez. Oui. Je pense qu'il faut être de bonne foi. Si vous êtes président de la République, vous souhaitez être avec tout le monde. C'est ça qui vous tranquillise, évidemment. Donc, les femmes ont raison de vouloir renforcer la gouvernance du professeur Alpha Condé. Mais ce que je vais vous répondre, c'est de dire que ce n'est pour aucun agenda caché. Et il n'a même pas été question de 2020. Alors, parlons pas du tout. Parlons du lait. Parlons du lait. C'est un aliment complet. Alors, en termes d'analyse de déclaration politique, vous étiez avec Alpha Condé. Aujourd'hui, vous n'êtes plus avec Alpha Condé. Alpha Condé détient cette calebasse avec le lait. Ces femmes viennent vous rencontrer pour que vous acceptiez d'être avec Alpha Condé. Ou alors tout de moins d'être d'accord avec Alpha Condé pour le lendemain profiter du lait. De quoi vous parlez? Vous parlez de ce que moi j'ai dit ou bien... Non, c'est une question. Non, attendez. Il ne faut pas traversir les choses. Même votre question est vicieuse. Non, c'est une question. Attendez, c'est juste une image qu'on utilise couramment en malinké. On dit tout le temps, refusez de vous bagarrer avec tout le monde pour ne pas que votre lait se verse. C'est quelque chose d'usage courant. Pour ceux qui comprennent malinké, ça veut dire simplement ne vous bagarrez pas quand vous avez quelque chose de fragile sur la tête. Il est question de la bagarre entre le professeur et les personnalités de la Haute-Guinée. Ça s'arrête là. Est-ce que voilà. Concrètement, donc, alors, la traduction qui en a été donnée par des gens de mauvaise foi, vous avez, c'est le manding qui a le pouvoir, c'est pas le manding qui a le pouvoir, c'est le professeur Alpha Condé qui a le pouvoir. Donc arrêtez de raconter. Alors moi je dis aux gens, docteur, si vous permettez, oui. Je dis à tout le monde, au lieu qu'on discute sur des interprétations, nous avons mis l'interview sur Internet. Nous-mêmes, le PADES a mis sur Internet. Allez-y sur YouTube, tapez simplement Dr Ousmane Kaba PADES. Et vous avez l'interview en entier en malinké. Donc pourquoi discuter sur des interprétations erronées quand vous avez l'original? Ceux qui comprennent malinké n'ont qu'à écouter. Et puis c'est loin peut-être de cette... Donc allons au problème essentiel, pas des coups fumants comme ça. loin de cette interview, peut-être si vous me Malik, vous n'êtes pas pratiquement le seul qui a accompagné Alpha Condé en 2010, que les femmes ont sollicité. On a sollicité simplement les cadres du Manding. Est-ce que ça veut dire que tout le temps qu'Alpha Condé a fait au pouvoir, l'absence de ces cadres Manding a eu un coup pour lui? D'abord, ce n'est pas tout le temps, c'est au fil du temps que tout le monde a remarqué qu'il n'y a personne qui soit avec lui aujourd'hui. C'est quand même étonnant que des gens qui vous ont aidé, qui sont de votre fief, pas une personne, pas deux personnes, pas 3, 4, 5, 6 personnes, de telle sorte qu'il y a le vide total. C'est quand même un problème, reconnaissez-le. Ce vide a eu une conséquence. Ce vide a eu une conséquence de sa gestion. Pardon? Ce vide a eu une conséquence de sa gestion? Mais bien sûr, vous aussi. Lorsque vous avez beaucoup de gens qui vous aident, c'est plus facile de diriger. Ce n'est même pas le professeur Alpha Condé, c'est tout le monde ça. C'est une règle de la gestion ça. Si vous avez beaucoup de monde, ça vous aide.
Si vous avez beaucoup de monde contre vous, ça rend votre gestion difficile. C'est aussi simple que ça. Le reste, c'est vraiment de la propagande. Est-ce que vous voulez dire que, puisque vous n'êtes pas là, il n'y a pas assez de personnes pour aider Alpha Condé, c'est pourquoi aujourd'hui il a ce résultat-là? Je ne vous ai jamais dit. D'accord. Arrêtez de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Voilà. D'abord, on est dans ça et vous aussi, vous vous y mettez. Allez, s'il vous plaît, on va progresser. Il y a un second extrait que nous avons choisi également, toujours par rapport à après cette sortie de Dr Ousmane Kaba. Nel Kafongo 2016 là, entre la DELA, Nel Kafongo, bon, Naja, Amra Kaleta Soro, Amra Kuana na Koji Jamnaro, Naja, Kuano la Beka Jamnaro, Amma Ben Kumaro, non c'est que le Breton, Mandenka, Lokoyani, Sawakuni Tibra, Parapeni, Nina da Praga, Nuna, Brajit de Kalanbra. Voilà, alors docteur, on vous accuse également par rapport à ce projet, c'est-à-dire Kaleta, c'est vrai, c'est en basse côte pratiquement. Vous pensez qu'il faut électrifier également la Haute-Guinée et la forêt. Et la forêt, mais vous privilégiez que ce soit l'énergie solaire. Maintenant, en face de vous, on vous parle de barrages qui doivent continuer avec des lignes qui doivent quitter Kaleta par exemple jusqu'en Haute-Guinée, donc fil poteau. Vous estimez que, je ne sais pas si vous avez ironisé ou pas, que les gens peuvent couper tout cela, ou c'est coûteux. Qu'est-ce que vous avez vraiment voulu dire? D'abord, c'est une très bonne question, mais elle est très très tendancieuse parce que vous dites que moi je privilégie le solaire, etc. Je n'ai jamais dit ça, nulle part. Ça c'est purement votre invention. Et c'est ce qui arrive malheureusement. Moi-même je n'ai pas compris l'extrait. Si vous permettez que je vous explique la problématique de l'énergie. Comme ça au moins tout le monde va comprendre. Et l'extrait? Mais écoutez, je le dis, depuis 2016, ce n'est pas aujourd'hui. L'extrait ne dit rien d'autre de toute façon. Ce que je dis, c'est que l'énergie est essentielle pour un pays. J'en suis tellement convaincu que je me suis beaucoup battu pour ça. Et lorsque j'étais le président du comité sino-guinéen, c'est l'anecdote qui va vous faire rire. J'ai négocié avec les Chinois et j'ai amené l'argent pour faire Kaleta. Et le gouvernement et le président de la République étaient opposés. Nous avons bagarré 3 mois pour que je puisse le convaincre de faire Kaleta. Parce que j'avais l'argent des Chinois, il fallait juste signer 3 mois de bagarre. Reconnaissez quand même que ça fait rire aujourd'hui. Et c'est ce Kaleta qui a permis sa réélection en 2015. Donc ma volonté affichée d'électrifier toute la Guinée est déjà là. Et j'ai toujours dit que je suis très content qu'il y ait Kaleta puisque c'est moi qui l'ai amené. Je suis content qu'il y ait Swapiti parce que c'est nous tous et ça permet la bonne structuration de l'économie guinéenne. C'est une très bonne chose sur le concours. Mais ce que j'ai dit en plus, je dis il faut quand même qu'il y ait des petits barrages en forêt et en Haute-Guinée. On a de très bons sites. En forêt, vous avez Gigogésia, vous avez Zegbela, vous avez Kono. En Haute-Guinée, vous avez Kogbedou, vous avez Maurice-Sanako, vous avez Fomi. Un seul petit barrage électrifie toutes les villes, toute la région. Et je vais vous dire quelle est l'importance, à part le fait d'avoir de l'électricité comme ça, de la lumière. L'importance, c'est que d'abord, ça permet la création facile des petites et moyennes entreprises. Tout le monde le sait. On n'a pas besoin d'être un expert économique pour le savoir. Deuxième avantage, c'est que ça développe l'agriculture. Vous savez très bien que si vous avez de l'énergie, ça vous permet d'asseoir des unités agro-industrielles qui sont les débouchés naturels de la production agricole. Donc ça encourage la production agricole. Et vous avez la possibilité de transformer en agriculteurs des milliers de jeunes. Ça crée énormément d'emplois. C'est une simple question de gestion économique. Donc nous avons dit c'est très bien de faire des barrages ici parce que Conakry est quand même le grand centre où il y a beaucoup d'industrie. Donc c'est une très bonne chose. Moi-même je me bats beaucoup pour ça. Mais en même temps, on peut faire à l'intérieur du pays. D'autant plus que le coût ce n'est pas élevé. Les micro-barrages c'est entre 200 millions et 400 millions maximum. Un seul micro-barrage, toute la zone est électrifiée.
Caleta que nous avons fait, c'est à peu près 500 millions pour simplifier. Soit petit, c'est 1,5 milliard, ce que nous sommes en train d'exécuter maintenant. C'est une très bonne chose. Mais l'État guinéen a les moyens de faire financer, même par des bailleurs de fonds, 2 micro-barrages. Ce sur quoi j'ai toujours été en désaccord avec le ministre de l'Énergie, au lieu de faire l'effort de chercher des financements pour ces petits barrages qui ne coûtent pas cher, j'ai été ministre de la coopération. Je sais très bien qu'on peut boucler ce financement très vite. Au lieu de le faire, on dit non, on va faire des fils ici, jusqu'en Haute-Guinée, jusqu'en forêt, sur le Concouré. Il y a 3 objections. L'interconnexion. Oui, l'interconnexion. Il y a 3 objections. D'abord, si on prend suffisamment d'électricité ici, ça ne suffira pas pour la Basse-Côte et la zone spéciale de Conakry, où il y a beaucoup d'industries déjà. Caleta, lui seul, n'a même pas suffi à allumer. C'est pour ça qu'on est en train de faire Soit Petit. Donc, ce ne sera pas suffisant, première chose. Deuxième chose, le coût des poteaux et des fils jusque là-bas est plus cher que de faire des barrages sur place. Deuxième chose. Troisième chose, si vous faites ça, il y a trop de vandalisme en Guinée. C'est partout en Guinée, ça. À tout moment, on peut couper les fils. Mais bien sûr, même devant nous ici, à Conakry, les gens coupent les fils, vrai ou faux? Ça se fait. Il y a trop de vandalisme. Comment voulez-vous que toutes ces régions, et ça passe en pleine brousse où il n'y a personne? Il y a même beaucoup de Guinéens qui s'étaient spécialisés dans le commerce des fils électriques, qu'on enlevait des poteaux. Il faut quand même en tenir compte. De toute façon, ce n'est même pas économiquement quelque chose qui a un sens. Allons vers ce qui est simple, qui coûte moins cher, qui est plus sécurisé. Et il y a beaucoup de bailleurs de fonds pour faire ça. Et ça permet de développer l'ensemble de la Guinée et de résorber le problème de chômage de notre jeunesse. Parce que dans ces zones, les jeunes qui n'ont pas d'emploi affluent tous à Conakry, vrai ou faux? Ils viennent gonfler ici le truc des chômeurs. Donc c'est purement économique et je l'ai dit il y a très très longtemps. C'est pour ça que je dis qu'on ne s'écoute pas. Donc Dr Ousmane Kaba est l'éternel incompris. Voilà. Et dire cela, qu'est-ce que ça a de raciste? Qu'est-ce que ça a d'ethnocentrique? Dites-moi. On vous dit de décentraliser l'énergie dans votre pays, ou bien la forêt ne fait pas partie de la Guinée, ou bien la Haute-Guinée ne fait pas partie de la Guinée. Je pense qu'il faut être sérieux. À un moment donné, chacun d'entre nous, parce que la Basse-Guinée et la Moyenne-Guinée sont interconnectées. Vous ne savez pas ça ou quoi? On le sait. Bon, alors donc arrêtez. Pourquoi? Donc, ça veut dire que chacun d'entre nous, nous sommes un peu comptables devant l'ensemble du peuple de Guinée. Ne soyons pas tous des démagogues. Quand vous dites que alors ensuite vous et le président, je vais finir tout de suite juste par une remarque. Le problème d'interconnexion n'est pas un problème purement guinéen. Il s'agit du marché ouest-africain d'électricité. Au niveau de la CEDEAO, il a été décidé, et à juste raison, qu'il devrait y avoir un marché sous-régional de l'électricité. Les pays excédentaires vont vendre leurs excédents aux pays déficitaires, etc. Donc c'est un projet sous-régional. Ça ne nous empêche pas d'avoir notre propre politique. Par ailleurs, si les barrages sont faits à l'intérieur du pays, ces barrages vont participer au marché sous-régional beaucoup plus tard. Ça ne se substitue pas, ça s'additionne. Voilà ce que je veux dire. Quand vous dites qu'entre vous et le président, il n'y a pratiquement pas de grand désaccord. Il n'y a pas de problème. Et parce qu'il ne vous a rien fait, vous n'avez rien fait. Mais tout de moi, il ne vous comprend pas quand il s'agit d'électrifier ou du moins de construire des barrages, des micro-barrages en Haute-Guinée. Mais ce n'est pas le seul point, c'est pour simplifier. Okay. Parce que je suis en train de parler localement. Il faut que ma communication soit simple pour que tout le monde la comprenne. Pour éviter, éviter les mêmes interprétations comme l'autre. Voilà. Alors, mais nous avons beaucoup de désaccords, par exemple sur Bokeh. J'ai toujours dit que ce n'est pas bon de racler la bauxite à grande échelle et qu'il faut mettre des unités de transformation, des usines d'aluminium, parce que c'est là que ça crée beaucoup d'emplois. Et on massacre en même temps l'environnement. Nous aurons des milliers de nos compatriotes avec beaucoup de maladies respiratoires. Voilà un autre point de désaccord. Les autres pays, je vous l'ai dit l'autre fois, l'Indonésie a refusé, la Malaisie a refusé d'exporter de la bauxite et exige d'avoir des usines d'aluminium. Moi, je suis un économiste. Quand je vois la poussière guinéenne, c'est-à-dire la bauxite rouge, quitter le pays, chacun voit à sa manière. Moi, je vois comme l'emploi des Guinéens qui est en train d'aller à l'extérieur du pays. Dans des pays qui n'ont même pas de bauxite.
C'est pour ça qu'on doit écouter les économistes. Parce que attendez, j'insiste sur ça, pourquoi? Parce que nous sommes tout le temps frustrés. On vous dit, vous êtes des grands économistes, regardez l'état du pays. Mais vous passez votre temps à donner des solutions économiques rationnelles. Les hommes politiques, ils font exactement ce qu'ils veulent. Alors, quand vous faites ça pendant longtemps, vous êtes blasé. Vous vous dites, j'ai le choix. Soit de les convaincre de faire de la bonne économie, mais ça fait très longtemps que vous essayez, ça ne marche pas. Soit vous dites, alors, faisons de la politique. Si on fait de la politique, peut-être avec un peu de chance, on peut changer son truc. D'ailleurs, c'est ce qui vous a amené à ça qui m'amène à faire de la politique. Oui, mais moi, je ne fais pas de la politique pour la politique. C'est pour ça, les discussions oiseuses, politiciennes, tout ça, je ne suis pas habitué. Mais la réalité est toute bête. Comment ça se fait qu'un pays comme la Guinée n'arrive pas à s'en sortir? Voilà. Docteur, vous pouvez avoir toutes ces volontés, tout et tout, mais il se trouve que le Chinois est mort, donc ce qui veut dire ça vous fait rire. Bien sûr que ça me fait rire. Parce que toute la Guinée en a rigolé, et à juste raison. Parce que ce n'est pas la mort d'un Chinois. D'ailleurs, c'est un Coréen, ce n'est pas un Chinois. Il s'agit d'une entreprise coréenne. Ce n'est pas la mort d'un Coréen qui va empêcher l'électrification d'une ville. C'est un exemple type de la légèreté avec laquelle on gouverne dans ce pays. Vous comprenez? Alors, l'énergie solaire, c'est l'énergie la plus rapide à installer. Entre les contacts des entreprises, la négociation, la pose juste des poteaux, la distribution de l'électricité, ça ne dépasse jamais 1 an. C'est très rapide. Et tous les pays autour de nous ont beaucoup de sites d'énergie solaire. Seule la Guinée n'a pas réussi à avoir un seul site d'énergie solaire. Pourquoi? J'ai été témoin. Lorsque des investisseurs viennent, avec leur argent, avec le projet pour aider la Guinée, ils sont tout le temps rançonnés par des fonctionnaires heureux. Vous êtes investisseur, vous dites, écoutez, il y a un projet solaire, moi-même je peux me faire financer, etc. On vous fait un BOT. Le premier fonctionnaire auquel vous parlez commence à vous dire, vous allez me donner quel pourcentage? Voilà la réalité en Guinée. C'est dommage. Donc, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique, tout ça, c'est le mix qu'il faut, sans compter l'énergie thermique avec les usines. On peut faire un bon mixage partout. La Guinée a un bon potentiel en barrage et dans le marché interconnecté plus tard, quand nous aurons un excédent, la Guinée pourra donner. Mais chaque fois, quand le ministre vient à l'Assemblée, il n'est question que de vendre l'énergie aux autres pays alors que nous sommes dans le noir. Quand même, ça fait rire. Je crois qu'ils ont un problème de timing. Voilà, docteur, avec vous tout à l'heure, nous allons aborder la question sur la nouvelle loi sur la CENI, mais également les résultats du baccalauréat session 2018. Un peu de mots, il y a certains qui estiment également que votre sortie médiatique est un peu politique, d'autant que vous vous adressez quand même aux populations de Kankan, qu'on le veuille ou pas. Et le débat, c'est vrai, c'est tout autre, mais l'élection en Guinée est d'abord communautaire. Vous avez votre fief quand même qui est à Kankan, la Haute-Guinée, comme le président Alpha Condé et les autres. Est-ce que ce message, parce que l'interview c'était à Malinké, est-ce que vous n'êtes pas beaucoup plus adressé à ces populations pour qu'ils puissent comprendre autrement Ousmane Kaba, qui peut avoir d'autres visions, c'est-à-dire à partir de 2020 notamment? C'est ça qui est normal. Quand vous allez dans un terroir, vous vous adressez à la localité, comme tout le monde le fait, tous les hommes politiques le font. Ce qui est mauvais, c'est de mettre en cause l'unité nationale, ce qui n'a pas du tout été mon cas. À Kankan, j'ai discuté par exemple des problèmes d'énergie de la forêt, pourtant je ne suis pas encore arrivé en forêt. J'ai expliqué de la même manière l'énergie solaire, l'énergie électrique pour la forêt que pour la Haute-Guinée. Vous voyez, donc il faut que les gens cessent la suspicion exagérée. Ça n'a absolument aucun sens. C'est pourquoi nous avons mis l'interview sur Internet. Au lieu de commenter ce que les gens en pensent, écoutez vous-même. C'est très simple. Voilà. Alors, faites votre religion. Koloba, pour la première question par rapport à la loi sur la CENI. Allez, on a écouté de deux camps ou alors plusieurs personnalités issues de plusieurs certaines formations politiques de la mouvance ou de l'opposition. Vous étiez mouvancier avant, même si aujourd'hui vous n'êtes plus de la mouvance. Personnellement, avec cette loi, comment vous vous identifiez par rapport à cette nouvelle loi? Est-ce que vous estimez que c'est un deal entre l'UFDG, l'RPG Arc-en-Ciel, comme
le dit Silaba et d'autres. Tout à fait. Je ne le dis pas parce qu'ils l'ont dit, mais je l'ai vécu en direct. Et je vais vous dire, moi je n'ai pas voté pour la nouvelle loi. Pourquoi? Premièrement, la forme n'a pas été respectée. Chaque fois qu'il y a une nouvelle loi, ça se discute d'abord au niveau de chaque commission. Ensuite, les commissions se rencontrent, on appelle ça l'intercommission. C'est ensuite que chaque groupe parlementaire en parle et ça vient à la plénière. Voilà une loi où on nous a distribué, nous autres aujourd'hui, sans discussion, ni dans les commissions, ni dans l'intercommission. Le lendemain, on nous a demandé de voter. Donc, la forme n'a pas été respectée, il n'y a pas eu de discussion. Mais alors, les gens se demandent pourquoi ça passe alors, s'il n'y a pas de discussion. Ben, ça passe parce que les deux grands groupes de l'Assemblée nationale, l'UFDG et le RPG, se sont donné la main, ont dit à leurs troupes de voter. Et comme ici, malheureusement, dans notre Parlement, lorsqu'ils ont des instructions, les gens le font même sans conviction, même si eux-mêmes n'ont pas vu la loi, ils viennent voter. Donc nous avons une majorité mécanique qui s'est formée, parce que l'UFDG et le RPG se sont donné la main. Ce qui d'ailleurs, premièrement, est d'ailleurs suspect. Mais ce n'est pas le seul argument. Eux, ils l'ont fait, cette alliance, simplement parce que ça leur permet d'imposer des conditions de nomination des gens de la CENI. Moi, je ne suis pas contre ça. C'est pas parce qu'ils mettent beaucoup plus de monde pour l'UFDG et le RPG, ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut bien des critères pour nommer les gens. Tous les partis ne peuvent pas nommer à la CENI. Les grands partis reconnus ont le droit de le faire. Ce n'est pas ça que je conteste. Ce que moi je conteste, par contre, c'est que puisque la loi n'a pas été discutée, dans la nouvelle loi, il n'y a aucune provision contre la fraude. Or, le vrai problème que nous avons eu, c'est le problème de fraude. Pourquoi aujourd'hui nous sommes dans l'impasse? Parce qu'il y a eu fraude à grande échelle. C'est pas vrai? Donc, si on veut une nouvelle loi, l'un des objectifs devrait être non pas seulement la réduction des charges, c'est vrai, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. L'un des objectifs devrait être de faire des prochaines élections beaucoup plus propres. Mais il y a les pouvoirs de l'administration qui sont renforcés. Donc il n'y a aucune provision qui lutte contre la fraude. Ça veut dire que malgré la nouvelle loi, la prochaine élection, la fraude risque d'être encore beaucoup plus grande et qui va nous amener encore vers une autre crise. Alors, voilà un peu les deux raisons. Quel mécanisme de transparence si vous permettez, qui a manqué? Si vous permettez, mais vous n'écoutez pas ou quoi? Non, mais c'est une question, allez-y. Non, mais j'ai commencé par ça. Écoutez, il faut qu'on s'écoute. J'ai dit que toutes les lois suivent une procédure. Ça se discute à la commission, ensuite à l'intercommission, ensuite on vote à la plénière. Je ne parle pas de la procédure. Voilà. Docteur, parlant justement, on va peut-être s'arrêter là au niveau de la procédure. Mais c'est ce qui est un manque de transparence, justement. On nous a fait croire qu'il y avait eu une commission mixte qui était en place, qui était en train de travailler sur cette loi de la CENI. Dans cette commission mixte, il y avait tous les groupes parlementaires qui étaient représentés. C'est une très bonne chose. Mais alors, pourquoi on ferait des commissions et de l'intercommission dans une assemblée? Est-ce que la commission mixte a existé? Est-ce que vous permettez autour de cette loi? Est-ce que vous permettez? Oui. D'abord, il y a violation de la forme, c'est très important. Les commissions mixtes, on prend 2 ou 3 personnes d'un côté, 2 ou 3 personnes d'un côté, ils se mettent d'accord au nom du groupe. Mais le groupe n'a pas discuté. Et les gens votent sans avoir discuté la loi. C'est ce qui est grave. C'est ça qui se passe. L'histoire de commission mixte ne remplace pas les commissions. C'est justement pour court-circuiter les discussions dans les commissions. On prend 2 personnes là, 2 personnes là, 4 personnes, on leur dit, étudier pour la majorité, pour l'opposition. Et les députés de vos propres groupes n'ont même pas vu la loi pour discuter. Oui, c'est vrai que mais ils votent mécaniquement. Alors c'est vrai que vous dénoncez la procédure. Donc c'est pour ça que nous disons qu'il n'y a pas de transparence. C'est vrai que vous dénoncez... D'abord, entre nous, enlevez tout de votre tête. Lorsque l'UFDG et le RPG s'entendent sur quelque chose, automatiquement c'est suspect. L'opposition à la mouvance, c'est comment? C'est suspect déjà. Oui, je veux tout dire. Voilà. Je veux juste... Donc eux, ils ont été guidés
par le problème de nomination des membres de la CENI. Comme ça, les deux grands groupes nomment la majorité des membres de la CENI. Voilà leur motivation. C'est vrai que moi, je ne conteste pas ça. Contrairement à beaucoup, parce qu'il y a des gens qui se sont opposés en disant que c'est les gâteaux qui se partagent. Ce n'est pas ce que moi je conteste. Parce qu'il faut bien des critères. Tout le monde ne peut pas nommer des commissaires à la CENI. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Hein? Il faut être objectif. Moi, c'est pas ça. D'ailleurs, de 25, on a ramené à 17. Donc, c'est pas ça qui m'embête. Voilà. C'est le fait que ça n'a pas été discuté. Le fait qu'il n'y a aucune provision contre la fraude. La fraude qui est à l'origine de la crise actuelle. D'accord. Voilà. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons recueillir l'avis de Dr Ousmane Kaba. Je rappelle qu'il est également le fondateur de la première université privée de Guinée, Kofi Annan de Guinée. Le taux de réussite aux examens, notamment le baccalauréat session unique en 2018, 26,04%. Contrairement à ce que pense Abouakar Assouma qui parle de la publication de vrais résultats, est-ce que vous pensez que c'est sciemment fait? Si oui, pourquoi? C'est d'abord Souma qui l'a dit, que c'est sciemment fait, et Souma a bien ajouté qu'on a réduit le nombre pour ne pas que les universités privées aient des boursiers. Votre avis? Attendez, ça c'est M. Souma qui le dit. Je dois vous dire franchement, je n'aime pas beaucoup parler d'université. Pourquoi? Comme moi je suis fondateur, généralement, dès qu'on commence à parler, les gens pensent que vous défendez votre beefsteak. Donc ça empêche l'objectivité du jugement. Mais je vais vous donner juste, faites un effort, 2 éléments. Je vais comparer la Guinée à elle-même. Ensuite, je vais comparer la Guinée aux autres pays autour de nous. La Guinée par rapport à elle-même, il y a quelques années, 4-5 ans, le nombre de bacheliers de déserts admis au bac, c'était dans l'ordre de 33-35 000. Entre 30 et 35 000 étudiants. Il y a 5 ans. Aujourd'hui, on est à 21 000 étudiants. Ça veut dire que le nombre d'admis au bac est en train de chuter dramatiquement de plus du tiers. Tandis que la population du pays augmente, le nombre d'élèves augmente. Pour un analyste comme moi, il y a un gros problème déjà. On ne peut pas avoir un pays dont l'effectif augmente et le nombre d'admis baisse. Ça veut dire que le système d'éducation se dégrade très très fortement. Les justifient cela par la suppression des moyens annuels au bac. Attendez. Moi je veux qu'on fasse des analyses vraiment objectives. Si vous prenez un martien, vous lui dites voilà un pays, la population augmente, mais le nombre de bacheliers baisse, il va vous poser la question, quel est le problème dans l'éducation? Ça veut dire qu'il y a un problème. Première chose. Sans dire de quel côté ça vient, juste il y a un gros problème. Deuxièmement, la Guinée a 21 000 admis cette année. Cette année, la Côte d'Ivoire a 112 000 admis au bac. Cette année. 112 000 par rapport à 21 000. Ça fait plus de 5 fois. La Côte d'Ivoire a 5 fois plus de bacheliers que la Guinée. Mais la population de la Côte d'Ivoire ne fait pas tout à fait le double de la Guinée. Donc, toute proportion gardée, si la Côte d'Ivoire était dans le rang de la Guinée, elle devait avoir 40 000. Mais elle en a 112 000. Près de 3 fois. Donc, il y a un problème en Guinée. Troisième remarque, il y a 1 an et demi, on en a discuté ici. Un émissaire du gouvernement est venu dire à la télévision qu'il faut éteindre les universités privées. Éteindre, c'est le mot qu'il a utilisé. Donc si M. Souma aussi vient dire qu'en réalité on a réduit le nombre de bacheliers parce que on ne veut pas envoyer de bacheliers dans les universités privées, nous sommes obligés de croire. Voilà mes observations sur la question. Tout en vous disant la chose suivante, on ne peut pas tuer les secteurs privés de notre pays, école ou pas école. D'abord, en 2006, c'est le général Lansana Conté, dans sa sagesse, qui a mis les problèmes de bourse parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'infrastructures dans les universités publiques et que l'État ne pouvait pas suivre l'explosion démographique. C'est vrai pour la Guinée, mais c'est vrai pour la Côte d'Ivoire, pour la France, pour les États-Unis, même les pays riches. Tout le monde se fait accompagner par le privé.
tous les pays riches. La différence en Guinée, c'est que plusieurs universités privées ont été créées pour absorber, je veux dire, pour juste attendre les boursiers d'État. Les critiques sur l'ouverture des universités privées, vous devez les adresser à l'État. C'est le même État qui autorise les universités privées alors qu'il y a des universités qui ne remplissent pas les conditions. Ce n'est pas à moi. C'est le même État, si vous permettez. Alors ça, c'est très important parce que l'éducation est l'avenir d'un pays. Donc il faut absolument qu'on fasse attention. La Guinée, je l'ai encore dit, dépense 13% de son budget pour l'éducation. Les pays qui nous entourent, c'est 30%. Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, au minimum 30%. Ça veut dire que de tous les pays de la sous-région, la Guinée est le pays qui dépense le moins pour l'éducation de la jeunesse. Ça, c'est basé sur les chiffres du budget que chacun d'entre vous peut vérifier. Donc, faisons très attention. On est en train de tuer le secteur privé et le chômage ne pourra qu'exploser. Alors, docteur Ousmane Kaba, que répondez-vous à cet acteur qui pense qu'il faut observer une année blanche pour requalifier, pour pouvoir travailler ardemment sur la qualification du système éducatif guinéen? Mettre cette année blanche à profit pour réfléchir. Qui l'a dit? Damaro. Amadou Damaro Kamara, l'honorable. Écoutez, demandez, pas seulement à lui, demandez à tous les dirigeants guinéens où étudient leurs enfants. Posez la question. Où leurs enfants étudient. Tous, sans exception. Ce n'est pas Damaro seulement et ça n'a rien de personnel. Tous ont leurs enfants aux États-Unis où on paye $20,000 l'année, en France, au Maroc, au Canada, les moins fortunés à Dakar, Abidjan et autres. L'élite guinéenne envoie toujours ses enfants à l'extérieur. Dans les universités et les écoles privées de ces pays. Et c'est les mêmes qui cassent tout ce qui est privé ici. Et les étudiants s'engloutissent dans les bâtiments publics exigus où ils n'ont même pas de place pour s'asseoir, où ils ne font que 2 jours de cours par semaine. On est en train littéralement de sacrifier toute une génération de Guinéens au nom de n'importe quoi. Et sous l'œil indifférent de chacun. C'est pas bien réfléchi, une année blanche. Je m'arrête là. C'est pas bien réfléchi. Mais c'est à vous de répondre à la question. Je vous pose la question. Non, je ne vous réponds pas. Docteur, pour finir, je vous ai déjà répondu. Parce que eux, leurs enfants ne font pas d'année blanche. D'accord, sans commentaire. Vous regrettez un passage de votre interview sur Milo FM? Pourquoi? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est complètement irrationnel. Moi, je dis à tout le monde, au lieu d'écouter les élucubrations des uns et des autres, on a mis sur Internet, écoutez vous-même quoi. Ça, c'est de la cabale par les gens qui ont peur du PADES. Merci. C'est sous ces mots que nous refermons portes et fenêtres de cette émission Comprendre l'actualité qui a reçu cet après-midi comme invité Dr Ousmane Kaba, président du PADES, ancien ministre, mais également membre fondateur du RPG Arc-en-Ciel, et il a été candidat à la présidentielle de 2010. Vous nous avez pratiqué à l'intérieur du pays grâce à Pacifique FM à 96.6, mais également notre relais à Kindi à 97.3 ou sur le site www.sabarifm.com. Cette émission version vidéo, vous allez la retrouver dans les heures qui suivent sur nos sites partenaires Accent Guinée, Guinée Time, également Dépêche de Guinée, le guinéen.net. Merci à tous d'avoir été de nôtres. On se reprend le lundi pour un autre numéro de Comprendre l'actualité. D'ici là, excellent week-end. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle.